تسمية النائب الأستاذ فنان سلام. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. À la une de l'actualité de ce jeudi 11 avril. Michel Sleiman reçoit Tamam Salam au palais de Barabda pour faire le point sur les consultations parlementaires du Premier ministre désigné en vue de la formation de son gouvernement. Le Premier ministre démissionnaire Najib Miati signe le projet de loi sur la suspension des délais électoraux et le réfère au chef de l'État à la suite du consensus obtenu entre les blocs parlementaires. Dans un rapport intitulé « La mort venue des cieux », Human Rights Watch accuse le régime Assad de procéder à des frappes aériennes contre des civils dans les zones contrôlées par les insurgés. Et à suivre également dans cette édition, la Syrie, la Corée du Nord, un conflit qui s'enlise, un autre qui menace. Ce sont les deux dossiers sensibles sur lesquels doivent plancher les chefs de la diplomatie du G8 réunis à Londres. Rencontre entre Tamam Salam et Michel Sleiman au palais de Barabda. Le Premier ministre désigné est venu rendre compte au chef de l'État du résultat de ces consultations parlementaires qui ont eu lieu mardi et mercredi dernier pour la formation de son gouvernement. À l'issue de sa réunion, Salam a dit espérer que ce cabinet sera à la hauteur des attentes de tous les Libanais. Il a réitéré sa volonté de former un gouvernement d'intérêt national et s'est engagé à préserver l'unanimité qui s'est illustrée lors de sa désignation. Najib Miati a signé la proposition de loi qui stipule la suspension de tous les délais prévus par la loi électorale en vigueur. Le Premier ministre démissionnaire a par la suite envoyé le projet à Michel Sleiman pour qu'il le signe à son tour. Pour le chef de l'État, cette décision est motivée par sa volonté de ne pas être un obstacle au consensus obtenu entre les blocs parlementaires. La proposition de loi a été approuvée hier par le Parlement lors d'une séance plénière. Sleiman doit en même temps adresser un ultimatum au Parlement pour adopter au plus vite une nouvelle loi électorale. Mise en garde de Samir Jarja contre des retombées catastrophiques de l'implication du Hezbollah dans les combats en Syrie. Le leader des forces libanaises se dit inquiet des informations qui font état de l'envoi de membres du Parti de Dieu pour combattre auprès du régime de Bachar el-Assad. Il accuse ainsi le parti chiite de vouloir importer la crise syrienne au Liban et de semer la discorde dans le pays. Le chef DFL a par ailleurs appelé les autorités libanaises à renforcer leur contrôle des frontières pour empêcher l'infiltration de combattants du Hezbollah en Syrie. Pour sa part, le ministre sortant des Affaires étrangères a minimisé la portée de la lettre qu'il a adressée en début de semaine à l'ambassade de Syrie. Dans des propos au quotidien El Jomhuriya, Adnan Mansour affirme qu'il s'agit d'une correspondance de routine. Il a toutefois refusé de révéler la teneur de cette lettre. Mercredi, l'Agence nationale d'information avait rapporté que le chef de la diplomatie avait adressé une lettre officielle de protestation à l'ambassade syrienne à la demande du président Sleiman. Le ministre sortant de l'énergie, Gebran Bassil, a lancé ce matin le Beirut River Snake Project, ou projet du fleuve de Beyrouth pour l'énergie solaire. Projet qui vise à couvrir une partie du fleuve de panneaux solaires qui seront reliés au réseau électrique. Dans un premier temps, il devrait permettre de produire 1 MW d'électricité. À terme, le ministère estime que ce projet permettra d'en produire 10. L'idée du projet revient au Centre libanais pour la préservation de l'énergie. Dans un rapport intitulé « La mort venue des cieux », l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch accuse le régime syrien de procéder à des frappes aériennes contre des objectifs civils dans les zones tenues par les insurgés. Les enquêteurs de Human Rights Watch se sont rendus dans des zones contrôlées par les rebelles dans 3 provinces syriennes pour récolter des témoignages et des informations de première main. L'organisation fait ainsi état de 59 frappes illégales, comme le bombardement de 4 boulangeries et de 2 hôpitaux. Cette volonté de terroriser les populations civiles se retrouve dans le choix des armes et les munitions utilisées par l'armée syrienne. L'organisation internationale recense ainsi les différents types de projectiles, missiles balistiques, bombes à sous-munitions, engins incendiaires, largués sur les zones aux mains de la rébellion. Le G8 est réuni depuis hier soir à Londres pour son sommet annuel. Les grandes puissances doivent notamment aborder les thèmes de la cybersécurité, de l'Iran ou encore de la Somalie. Mais 2 questions domineront les discussions, la guerre en Syrie et l'éventuel armement des rebelles.
ainsi que les tensions dans la péninsule coréenne. Reportage. Pour son 39e sommet, le G8 se réunit à Londres cette année. Après un dîner hier soir, les choses sérieuses commencent pour la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Canada et la Russie. Beaucoup de questions nous attendent aujourd'hui, tout autour de la prévention et de la résolution de conflits. Nous aborderons aussi la lutte contre le terrorisme et la prolifération. Outre le nucléaire iranien, la Birmanie ou encore la prévention des violences sexuelles dans les zones en guerre, deux dossiers domineront les discussions, la Corée du Nord et la Syrie. En marge du dîner d'ouverture, des membres de l'opposition syrienne, dont le Premier ministre Hassan Ito, se sont notamment entretenus avec le secrétaire d'État américain John Kerry. L'opposition a réitéré sa demande d'armes, mais Kerry, malgré l'aide humanitaire fournie par Washington à la rébellion, n'a rien promis. Car la question demeure, faut-il armer les opposants? Oui pour la Grande-Bretagne qui y voit une manière de faire pression sur Bachar el-Assad. Non pour le reste du G8 qui craint que ces armes ne tombent entre les mains d'extrémistes. Paris, pour sa part, hésite depuis que le front rebelle Al-Nosra a annoncé être lié à Al-Qaïda. Autre grand dossier, la Corée du Nord et son possible tir d'essai de missiles. Voilà plusieurs semaines que le pays multiplie les menaces envers le Sud, les États-Unis ou le Japon. Cette rhétorique de guerre n'est en aucun cas acceptable et les pays présents sont d'accord là-dessus. Nous sommes convaincus que cette escalade rhétorique doit cesser. Il s'agit d'être prudent et de calmer les tensions. Selon Washington et Séoul, la Corée du Nord a déployé jusqu'à 5 missiles sur sa côte orientale, des missiles qui, en théorie, peuvent atteindre l'île américaine de Guam dans l'océan Pacifique, même si aucun test ne l'a confirmé. Dans un instant, le musée du Louvre rouvre ses portes avec une présence policière renforcée au lendemain d'une fermeture d'un jour. Les détails après la pause. Le Premier ministre palestinien Salam Fayyad a préparé sa lettre de démission et compte la présenter au président Mahmoud Abbas. Les deux hommes ont eu un différend sur la politique du gouvernement. En cause, la démission du ministre des Finances, Nabil Cassis, acceptée par Salam Fayyad. Mahmoud Abbas, lui, est déterminé à ce que Cassis revienne à son poste. Le président de l'autorité palestinienne, qui est en visite en Jordanie, doit rentrer ce jeudi. Il n'est pas certain qu'il accepte le départ de son chef de gouvernement, qui a été constamment soutenu par les Occidentaux depuis sa prise de fonction en 2007. En bref, dans le reste de l'actualité de ce jeudi, profonde restructuration des forces armées au Yémen. Le président a nommé Ahmad, le fils aîné de l'ancien chef d'État, Ali Abdallah Saleh, ambassadeur aux Émirats arabes unis, l'écartant ainsi de l'armée. Deux autres membres influents de la famille Saleh ont été affectés au corps diplomatique. Même affaibli, l'ex-président est soupçonné par ses adversaires de perturber la transition politique entamée après son départ du pouvoir en 2011. Un terrain d'entente a finalement été trouvé au Sénat américain sur la nécessité de renforcer le contrôle du port d'armes. Il s'agit d'imposer une vérification sur les antécédents des acheteurs d'armes à feu. Le débat à ce sujet doit s'ouvrir ce jeudi à la Chambre haute du Congrès. Jusqu'à présent, les Républicains ont tout fait pour s'y opposer. Aujourd'hui, 40% des achats se font sans le moindre contrôle. L'Inde rend hommage aux 5 casques bleus tués au Sud-Soudan. Les soldats escortaient un convoi de l'ONU près de la localité de Gumuruk, dans l'état de Jonglei. C'est la région la plus instable du pays, qui peine à maintenir le calme sur d'importantes parties de son territoire depuis son indépendance, il y a près de 2 ans. Le Conseil de sécurité de l'ONU a vivement condamné l'attaque et réclamé l'ouverture d'une enquête. Un homme armé qui détenait 4 sapeurs-pompiers dans la banlieue d'Atlanta, en Géorgie, a été abattu lors d'une fusillade avec les forces de l'ordre. Les pompiers ont été pris en otage alors qu'ils intervenaient pour une demande d'assistance médicale. L'homme, qui semblait souffrir de problèmes financiers, avait formulé plusieurs exigences, dont le rétablissement de l'électricité et de ses abonnements télé et mobiles. Le musée du Louvre rouvre ses portes avec une présence policière renforcée au lendemain d'une fermeture d'un jour provoquée par les agents du musée. En cause, l'augmentation des vols et agressions commis par des pickpockets. Une vingtaine de policiers en uniforme ont été déployés à l'intérieur et à l'extérieur du plus grand musée du monde. Une accélération des procédures de dépôt de plainte pour les visiteurs va également être mise en place. Plus de 40 000 candidats du monde entier ont postulé à l'édition 2013 du meilleur boulot du monde. Une compétition organisée par l'Office australien du tourisme et inspirée d'une initiative lancée en 2009. Cette année, ce sont 6 emplois qui sont proposés, dont celui de Chief Funster. Le candidat sélectionné pourra participer aux soirées les plus prisées de Sydney.
Un autre job en or sera celui de Outback Adventurer, autrement dit de parcourir toute l'Australie à la découverte du pays. Chaque candidat sera employé pendant une période de 6 mois pour un salaire de 100 000 $ australiens. Chaque prétendant devait envoyer une vidéo de 30 secondes. Les organisateurs doivent maintenant désigner 18 finalistes parmi les 40 000 propositions. Les 18 élus recevront un billet d'avion pour participer à un entretien en Australie et les noms des 6 gagnants seront dévoilés le 21 juin. Have you considered working as a taste master? Eat your way around the state, forage out the finest produce and uncover the best bars and restaurants. Have you considered working as a wildlife caretaker? It's a very relaxed working environment. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Michel Sleiman reçoit Tamam Salam au palais de Brabda pour faire le point sur les consultations parlementaires du Premier ministre désigné en vue de la formation de son gouvernement. Le Premier ministre démissionnaire Najib Miati signe le projet de loi sur la suspension des délais électoraux et le réfère au chef de l'État à la suite du consensus obtenu entre les blocs parlementaires. Dans un rapport intitulé « La mort venue des cieux », Human Rights Watch accuse le régime Assad de procéder à des frappes aériennes contre des civils dans les zones contrôlées par les insurgés. La Syrie, la Corée du Nord, un conflit qui s'enlise, un autre qui menace. Ce sont les 2 dossiers sensibles sur lesquels doivent plancher les chefs de la diplomatie du G8, réunis à Londres. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain. تسمية النائب الأستاذ فنان سلام.